Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je change un tout petit peu le format, on va dire, parce que d'habitude, je fais toujours des vidéos de 1 minute dans mes toilettes. Et cette fois, je voulais parler un peu plus longtemps, surtout que le sujet, il est brûlant, tendu, je sais pas, vous me direz. Mais en fait, je voulais parler de l'adolescence, parce que nous, on est en train d'entrer dans l'adolescence. Et j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu des gens me dire l'adolescence, c'est vraiment une période merveilleuse. Et il y en a qui m'ont dit c'est l'enfer. Donc entre ces deux extrêmes, je pense qu'on a beaucoup de choses à mettre en place pour choisir de quel côté on se dirige. Il ne faut pas se laisser imposer un enfer. On a des choses à mettre en place, même si bien sûr qu'on ne va pas tout contrôler. Je pense que si nos enfants sont ados, ça fait plus de 10 ans qu'on a compris qu'on ne contrôle pas grand-chose. Donc cette vidéo pour parler des adolescents, bien sûr je vais sûrement vous donner des exemples perso, mais juste pour vous dire, je me suis beaucoup basée sur ce livre-là qui s'appelle « Ce que j'aurais aimé savoir avant que mon enfant devienne ado ». Oui, parce que c'est bien de se préparer avant. Quand tu pars en voyage, j'en sais rien, aux Maldives, bah, t'aimes bien t'acheter ton petit livre là pour savoir où tu vas à peu près. Et je trouve qu'on ne fait pas assez ça avec les enfants. On ne se prépare pas assez à cette destination, quoi. C'est un voyage de ouf et on s'y prépare pas. On n'achète pas le bouquin. On se dit, ouais, on verra. Et il y a plein de choses qui sont pas dans les bouquins. Et heureusement d'ailleurs, vous imaginez s'il existait un livre, genre, tiens, tout sur ton enfant, t'as même pas besoin de prendre le temps pour le connaître. Bah, en fait, je le voudrais, ce livre. Non, parce que s'il existait ce livre pour mon mari, tiens, tout sur ta femme, t'as même pas besoin de prendre le temps de l'écouter. Ah, moi, je fous au feu ce livre. Je veux qu'il m'écoute. Donc, je suis loin d'avoir tout compris, mais ce que je voulais, c'était pouvoir offrir le peu que j'avais compris. Ce que j'ai compris, c'est que le cerveau de l'enfant, quand il arrive à l'adolescence, il est en plein changement. Donc, on ne peut pas demander au cerveau d'un adolescent d'être comme le cerveau d'un enfant. Il est différent. Une des différences majeures qui s'opèrent, c'est, je ne suis pas une professionnelle, mais si j'ai bien compris, chimiquement il se passe plein de choses. Il y a des hormones qui changent, ça mature, il va y avoir la puberté, genre toutes ces modifications, ça commence chimiquement dans le cerveau. Du coup, ça change plein de choses. Et une des choses que ça change, c'est que l'enfant devient un peu analytique, au sens où avant, on dit un truc à un enfant, il le croit tout simplement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à la faire croire n'importe quoi, genre le Père Noël ou je sais pas quoi, ou la petite souris. Mais là, le truc qui change, c'est qu'il va être en capacité d'analyser et de tout remettre en question. Et en fait, c'est son job. Il faut qu'il fasse ça. Et nous, souvent, en tant que parents, on est saoulés, on n'a pas le temps. On fait, mais je t'ai déjà expliqué pourquoi c'est comme ça. Point. That's it, on s'arrête là. Mais l'enfant, c'est son job de tout... L'ado, pardon. L'ado, c'est son job de tout remettre en question, de tout questionner, de tout genre, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça et quelque part, ça peut être difficile pour nous en tant que parents parce qu'on aimerait que ce soit plus fluide. Mais il faut qu'il passe par là. Tout comme nous, on est passé par là et qu'on a pu se forger notre propre perception du monde. C'est parce que justement, on n'a pas juste pris copie conforme de papa et maman, mais qu'on a pris tout ce qu'on a vu partout et puis qu'on s'est forgé un peu notre propre perception. Donc ça, c'est la première chose, de savoir que son cerveau, il change. Et du coup, c'est normal. Dans ce changement, il y a également des sauts d'humeur. Des sauts d'humeur qu'il n'y avait pas avant. En général, un enfant, c'est joyeux. Je dis bien en général. De toute façon, tout ça, c'est en général. Parce qu'on peut tous trouver l'exception à toutes les règles du monde. J'imagine. Il y en a qui adorent faire ça. D'ailleurs, moi, je peux vous citer des noms de gens qui adorent trouver l'exception quand on dit « j'ai remarqué que... » Bah, moi, j'ai un frère, je lui ai dit cet été, tu sais, il paraît que vraiment toutes les expressions qu'on utilise aujourd'hui, elles sont violentes pour dire des choses formidables. Par exemple, oh, c'est une tuerie, oh, j'ai tout défoncé, là, j'en trouve pas d'autres, mais... on en avait vraiment plein cet été. On a réussi à lister qu'à chaque fois qu'il y a un truc c'est une dinguerie, c'est des fous furieux, voilà. J'ai dit, c'est quand même fou, à chaque fois c'est violent, mais c'est censé dire que c'est génial. Et mon frère dit, attends,
Attends, tu me laisses combien de temps pour te prouver le contraire? D'ailleurs, il m'a jamais dit. Bref. Mais il va sûrement en trouver une. Donc tout ça pour dire, ça y est, je me suis perdue. Désolée. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, qu'on peut toujours trouver l'exception à une règle. Donc là, je vous dis, en général, il y a des sauts d'humeur. En général, l'adolescent, il va avoir des sauts d'humeur dans la journée qui sont inexpliqués même pour lui. C'est-à-dire que nous, si on lui dit « Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as tout pour être heureux, c'est quoi le problème ?» Parce qu'on fait ça des fois, peut-être pas avec cette tête, mais c'est ça qu'on fait. Bah, on l'aide pas, parce que même lui, il sait pas ce qu'il y a. Donc si vraiment on veut aborder le sujet de qu'est-ce qu'il y a, dans ce cas-là, on se pose à côté de lui, on met une main dans le dos. Ça dépend de la relation avec son enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Moi aussi, des fois, j'ai des sauts d'humeur et je sais pas pourquoi, histoire qu'ils ne disent pas qu'il n'y a que lui qui a ce problème, parce que c'est pas vrai, que nous aussi ça nous arrive. Et puis, ça va être aussi dans les deux sens, des gros coups de mou, et puis des gros coups d'euphorie pour des trucs qui nous paraissent pas si extraordinaires, et on se met à faire plein de bruit, et puis on va dire hey, pas de bruit inutile, on se calme, on se calme. Alors qu'eux, ils sont en train de gérer voilà, ces grandes nuances de ouais et de donc pour nous parents, c'est très difficile, mais vous savez ce qui nous aide, c'est à se rappeler notre propre adolescence. Ça, c'est un truc qui va nous aider, c'est si nous, on se rappelle notre propre adolescence. Toutes les incompréhensions qu'on a pu avoir des autres, de nos parents, de se dire mais qu'est-ce qu'ils sont ringards. Moi, je me souviens au collège me dire mes parents, ils sont vieux. Puis maintenant, c'est mes enfants qui sont au collège. Du coup, c'est moi la vieille. Ah! Alors que dans ma tête, mais non, je suis pas vieille, je suis encore super fun. D'ailleurs, c'est moi qui veux aller au collège. Donc voilà. Une bonne question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie que mon enfant devienne comme moi? Pourquoi c'est une bonne question? Parce qu'il y a de fortes chances que nos enfants deviennent comme nous. Parce qu'ils n'apprennent pas avec ce qu'on leur dit, ils apprennent avec ce qu'ils voient, ce qu'ils observent. On les influence, qu'on le veuille ou non, on les influence par qui on est, par notre caractère, notre tempérament, notre manière d'agir, le quotidien quoi. Donc des fois on leur dit de faire quelque chose que nous-mêmes on ne fait pas. Et c'est normal, ça fait partie d'être un parent, on n'est pas parfait. Mais la chose qu'il faut se dire c'est si mon enfant adulte, il devient comme moi, est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'aimerais qu'il soit quelqu'un comme moi? Est-ce que j'aimerais qu'il traite son conjoint comme moi je traite mon conjoint? Parce que c'est ça qu'il voit et c'est ça qui va l'éduquer. Est-ce que j'aimerais qu'il traite les autres, notamment ceux qui sont différents de nous, de la manière dont moi je les traite, de la manière dont moi j'en parle? Est-ce que j'aimerais qu'il conduise comme moi? Parce qu'il me voit conduire, il me voit... Bon, là peut-être, pour garder mon permis, je devrais rien dire. Non, c'est pas vrai, mais il me voit dire « Ah, on s'en fout, on a le droit de se garer là, ça doit être un vieux panneau. » Est-ce que j'aimerais qu'il conduise comme moi? Est-ce que j'aimerais qu'il travaille comme moi? Est-ce qu'on aimerait qu'ils aient le goût du travail, nos enfants, hein? Mais nous, est-ce qu'on leur montre qu'on a le goût du travail? Déjà, est-ce qu'on l'a? Ah, je déteste les grosses mouches. Ah, casse-toi! Souvent, elles se sont posées sur des cacas en plus avant. Est-ce que j'aimerais que mon enfant travaille comme moi? Est-ce que j'aimerais qu'il ait des amitiés comme moi j'ai des amitiés? Est-ce que j'aimerais qu'il soit le parent que moi je suis? Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'il va reproduire ce qu'il a vu. Bien sûr qu'il aura la capacité de changer, mais en essence, dans la globalité, c'est ceux avec qui tu passes le plus de temps qui t'influencent le plus. C'est pour ça que les Italiens, ils ont cette phrase, ce proverbe qui dit que si tu marches avec un boiteux, tu finis par boiter. Quand on est stylé, on le dit en italien. Dans mon livre, c'est écrit en italien. Je ne sais même pas le prononcer. La honte. Donc si tu marches avec un boiteux, tu finis par boiter. Et d'ailleurs, ça se voit. Moi, si je passe vachement de temps dans le sud, je finis par avoir l'accent. Alors que j'ai jamais vécu dans le sud. Donc, si j'ai pas du tout envie que mon enfant devienne comme moi, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de changer dans ma vie du coup? Parce que très souvent, les gros changements, on les fait pour nos enfants. Parce qu'on les aime tellement qu'on trouve l'énergie et les ressources nécessaires pour faire les changements pour eux, pour leur vie à eux.
Donc, et ça, c'est super parce que ça nous donne à nous la possibilité de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut garder dans notre vie, puis qu'est-ce qu'on n'a pas tellement envie de garder et comment on peut changer ça. Il y a des milliards de solutions. On peut demander de l'aide. Quand votre voiture elle a un problème, vous allez chez le garagiste sans problème. Quand vous avez mal aux dents, vous allez chez votre dentiste sans problème. Bon, quand on a mal à la famille, on fait quoi? Quand j'ai mal à mon caractère, je voudrais faire autrement. Je ne vous donne pas une méthode, mais je dis qu'il existe des solutions. Et ça commence par dire, moi j'aimerais changer ça. Je voudrais de l'aide. Et l'aide la plus facile, à mon sens, c'est de demander à nos amis, demander aux gens qui nous aiment, pas forcément les gens que vous aimez, que vous admirez, mais ceux vraiment qui vous aiment. Parce qu'il y a des fois, on admire des gens, mais c'est pas possible, il y a 2 mouches maintenant. Mais c'est pas forcément ceux qui nous veulent vraiment notre bien à nous. Donc, moi, j'essaye de toujours demander l'avis de quelqu'un que je sais vraiment que cette personne, elle tient à moi. Et on n'a pas besoin d'une amitié très, 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 très forte. Il y a plein de gens dont on connaît la bienveillance, bien qu'on ne soit pas hyper proche d'eux. Et notamment, demander des conseils à ceux dont on estime qu'ils ont réussi leur vie. Moi, j'ai pas envie qu'on me donne un conseil si la vie de la personne que j'ai en face de moi ne me fait pas rêver. Je vous suggère de ne pas aller demander de conseils ou l'opinion de quelqu'un dont vous n'approuvez pas la manière de vivre ou dont vous ne trouvez pas que sa vie, c'est le rêve, quoi. Faut trouver les gens qu'on se dit, voilà, moi, c'est à ça que j'aimerais ressembler. C'est là-bas que je vais chercher mes conseils et les opinions. Et sinon, il y a aussi les professionnels de santé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne diront pas de bêtises. Hein. Tout le monde ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Mais en général, les médecins de famille, il a un carnet d'adresses, il peut vous diriger vers quelqu'un. De toute façon, c'est gratuit de demander. Quand vous allez chez le docteur pour faire prendre votre tension, là, vous dites, en ce moment, je me trouve facilement en colère. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil? Voilà. Et après, c'est comme pour mes vidéos, vous prenez pas tout comme ça, comme argent comptant. Vous savez, faut trier votre assiette, quoi. Donc, ce qui vous parle, vous prenez, et ce qui vous parle pas, poubelle. Perdez pas de temps avec quelque chose qui vous parle pas du tout. Hein. On n'a pas beaucoup d'énergie, il faut l'utiliser pour les choses qu'on se dit, ça me parle, allez, go, on prend cette direction. Parce que tu ne pourras pas faire tous les chemins de la forêt. C'est pas possible, il y en a trop. Donc plutôt que de faire un petit bout de chaque chemin pour être sûr d'avoir tout essayé, trouve un chemin que tu te dis, ça je suis bien là. Puis je connais des gens qui l'ont déjà fait celui-là. Donc on y va. C'est peut-être un peu imagé, mais de toute façon, si ça vous plaît pas, poubelle. Donc, j'ai noté plusieurs trucs. J'ai noté comme une bonne professionnelle complètement à l'arrache tout ce que j'ai vu dans ce livre, entre autres, que je pense qu'il peut trop vous aider. Donc, se rappeler notre propre adolescence, c'est fait. Est-ce que je serais content s'il devient comme moi? C'est fait. Et si je ne suis pas content, qu'est-ce que je vais changer? Et puis, quand on se rend compte qu'on était loin d'être parfait et qu'on met le doigt sur des choses vraiment qu'on n'aurait pas voulu que nos enfants voient, c'est une super chose de savoir leur demander pardon. Déjà, c'est reconnaître qu'on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas parfait. Nos enfants n'ont pas besoin qu'on soit parfait. Ils ont besoin qu'on soit honnête. Honnête avec eux et honnête avec nous-mêmes. Et de savoir dire, tu sais, moi je trouve que je crie trop. C'est un exemple. Hein. Et je te demande pardon pour ça. Soyez très précis quand vous demandez pardon. Je te demande pardon pour ça. J'aimerais que tu sois dans un foyer où ça crie moins. Et je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. Mais en attendant, pour toutes les fois où je l'ai déjà fait, je voudrais te demander pardon. Et il y a des parents qui disent que si on demande pardon à nos enfants, peut-être qu'ils auront plus de respect, ils se diront c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, puisque de toute façon maman aussi elle n'est pas parfaite ou quoi. Et en fait, ce qu'il explique, le docteur Chapman, c'est que c'est exactement le contraire ce qui se passe. C'est que quand on arrive à demander pardon à notre enfant et à se remettre en question et à avoir l'humilité de dire j'aimerais que ça change, sans changer forcément les règles de la maison. Je ne suis pas en train de dire soyons des serpillères et c'est eux qui décident, c'est eux les chefs. Pas du tout. Hein. Mais juste de reconnaître ce qu'il y a chez nous qu'on aimerait qu'il n'y ait pas. En fait, ça
ça force le respect. Ils disent waouh. Et des fois, ils ne le disent pas tout de suite. C'est-à-dire que sur le moment, peut-être qu'il ne va rien se passer et vous allez vous dire franchement, j'aurais pas dû du tout écouter cette vidéo, ça donne pas du tout les résultats escomptés. Peut-être. De toute façon, moi, je ne peux pas vous garantir de résultats. Mais ce que je peux garantir, c'est que quand on sème quelque chose, à un moment donné, il se passe quelque chose, même si on ne voit rien tout de suite. Quand vous allez planter vos graines là, vous ne vous dites pas « Allez, demain, je vais regarder ce qui s'est passé, est-ce que ça a déjà poussé, je vais déterrer un peu pour voir si ça a commencé à germer. » On fait confiance que quand on plante quelque chose, il se passe, je ne sais pas quoi, parce que je ne suis pas une pro, mais il se passe quelque chose qui fait qu'à un moment donné, dans les conditions, ça germe. Alors, j'en sais rien, les conditions, le soleil, la pluie, gna gna gna. Ah, c'est moche, elle m'énerve. Mais je veux dire que quand on sème quelque chose, dans un bon terreau, dans de bonnes conditions, ça finit par germer. Donc il y a des fois avec nos enfants, on va juste semer quelque chose qu'on sait qui est important. Et c'est pas grave s'il n'y a pas la réaction. Surtout, on rentre pas dans « Mais alors, je t'ai demandé pardon, mais alors toi, tu dis rien, toi aussi tu pourrais t'excuser, ou dis-moi que t'es passé à autre chose et que t'es plus fâché. » Encore que l'enfant, il sera soulagé de savoir qu'il a le droit d'être fâché. On le libère en disant « T'as le droit d'être fâché, et puis peut-être qu'un jour, dans ton cœur, tu me pardonneras, puis tu seras plus fâché. » Le fait de leur demander pardon, c'est être vrai. Et les enfants, ils ont un radar à hypocrite. Je ne sais pas comment ils font, nos ados, ils ont un radar à hypocrite. Genre, ils ne supportent pas l'hypocrisie. Donc, soyons les mêmes avec eux, pas avec eux. Qu'il n'y ait pas cette espèce d'image-là qu'on voudrait donner à nos enfants. Parce que de toute façon, ils nous connaissent mieux que personne. Donc, autant leur montrer nos faiblesses et leur dire que nous aussi on essaye d'avancer, ce sera le meilleur exemple pour eux. C'est peut-être même comme ça qu'ils vont apprendre eux à vouloir évoluer, à vouloir changer, à se dire j'ai plus envie de blesser mes amis, j'ai plus envie de parler mal comme ça, de voir cet exemple et de se dire bah en fait c'est possible. Donc moi je pense qu'au contraire ça va leur donner eux l'impulsion de savoir dire je suis désolée maman ou je suis désolée papa, j'aurais pas dû vous parler comme ça, j'ai envie que ça change. Et il faut toujours maintenir la relation. Même quand on n'est pas d'accord, même si je suis désolée, tu ne sortiras pas ce soir parce que c'est la conséquence à tel truc. Genre, nos règles, elles doivent rester nos règles. Mais toujours la relation. Et toujours dire, je le fais pour toi. Je le fais parce que je pense que c'est important pour toi. Je sais que tu ne peux pas comprendre. Mais peut-être que tu peux juste me faire confiance et peut-être même qu'un jour, tu vas dire, ah, je comprends pourquoi maintenant. Moi, je dis souvent, vous savez, votre petit frère, moi j'en ai un qui a 3 ans, je le laisse pas jouer avec les couteaux. Et ça l'énerve, parce qu'il comprend pas pourquoi. Parce que lui dit, mais moi je suis grand, je peux couper la pomme. Et ouais, je vais te laisser couper la pomme, chérie, avec un petit couteau en bois, tu vois, pour être sûr que tu t'arraches pas un doigt en même temps. Ben, il peut pas comprendre, et pourtant c'est la bonne chose à faire. Donc souvent je leur dis à mes enfants, les plus grands, il peut pas comprendre, mais c'est la bonne chose à faire. Peut-être que il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et puis un peu plus tard vous vous direz c'est la bonne chose et peut-être même que maman, il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre là à 40 ans et qu'à 60 je me dirais maintenant je comprends. Et en fait il y a des choses que ma grand-mère me disait. Ma grand-mère était extraordinaire, elle avait des punchlines d'une douceur, mais d'une douceur, elle te balançait sa punchline de taré avec une douceur. Et maintenant je suis très loin d'être une grand-mère. Mais je me dis, waouh, oh maman, mais qu'est-ce qu'elle avait raison. Donc il y a des choses qu'on comprend qu'avec le temps. Donc c'est des années intenses. J'ai un peu envie de dire que c'est comme le Terrible 2, mais cette fois avec tout le vocabulaire qu'ils ont et toute l'attitude qu'ils ont. Et ce sera un peu les mêmes tensions pour nous si on ne les a pas réglées avant. Ils appuieront sur les mêmes boutons, ils viennent rechercher nos mêmes faiblesses. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ces années intenses, il peut se passer plein de choses extraordinaires entre les parents et les enfants. Et on peut se lier d'une amitié. Parce qu'un jour, ils seront adultes. Ils vont se barrer si vous n'avez pas construit une relation avec eux. Vous connaissez peut-être des gens qui ne voient plus leurs parents. Parce qu'il n'y a pas de relation. Donc à partir du moment où j'ai pas besoin que tu me donnes à manger, et que j'habite pas sous ton toit, j'ai aucune raison de continuer à être en relation avec toi. Et donc c'est là qu'il faut qu'on crée la relation. Et d'ailleurs, j'en profite pour les conversations qui les mettent un peu mal à l'aise.
il faut quand même les avoir, ces conversations. Il ne faut pas qu'on se freine de parler des vrais sujets juste parce qu'ils sont mal à l'aise. Je pense notamment à la sexualité, l'amour, parce que pour moi ça va ensemble, la mort, la souffrance, les choses difficiles, des choses qu'on aimerait éviter. Pourquoi vous croyez qu'on est sur TikTok pendant des heures ? Parce que tant qu'on est sur TikTok, on n'affronte pas la vie qui n'est pas toujours facile. Mais ces conversations difficiles à avoir, ou bien si on a observé qu'à un moment donné, il s'était disputé avec un copain, au moins ouvrir la porte. Est-ce que tu aimerais parler de ça ? Tu sais, ça arrive des fois entre amis, qu'on ne soit pas d'accord. Et comment on fait quand on n'est pas d'accord, mais qu'on veut quand même maintenir une amitié ? Parce qu'être ami avec quelqu'un, c'est pas être tout le temps d'accord. Vous connaissez 2 personnes qui sont tout le temps d'accord pour tout ? Moi non. Mais on peut justement dépasser les désaccords quand ils ne sont pas trop profonds. Parce qu'il y a aussi des fois où tu verras, là c'est un non négociable. Donc, parler de tout ça. Et en parler en étant en train de faire quelque chose. Parce que souvent, quand on est dans le blanc des yeux comme ça, alors j'ai entendu qu'il y a une petite chérie. Et tu vois, genre, il n'y a rien qui me met plus mal à l'aise que quelqu'un qui vient avec des gros yeux comme ça, te faire l'inquisition ou quoi. Mais si on est en train de faire quelque chose, si on est en train de faire une balade, balader un chien, ou un bowling, on est en train de faire un bowling, il y a une action, on est en train de faire quelque chose et en même temps, on discute. Ça aide vachement la conversation, de ne pas être face à face comme ça. Conseil à appliquer avec votre conjoint. Donc, vous savez que je ne suis pas du tout le plan que j'ai fait. On n'est pas sur un rapport de force avec les ados. Autant les petits, si on voulait les obliger à faire quelque chose, on pouvait. Même si c'est jamais l'idéal, mais on pouvait. Mon grand-père, il disait, j'aime pas tellement cette phrase, mais il y a quand même du vrai là-dedans. Mon grand-père, il disait, quand c'est des petits-enfants, c'est du dressage. Et après, c'est de l'éducation et des conversations. Et il disait ça dans le sens où, un tout petit, tu lui expliques pas tout de suite le pourquoi, du comment, du pourquoi il faut dire merci, nanana. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui seront pas d'accord. Moi, je suis pas 100% d'accord avec mon grand-père, mais je trouve qu'il y a du vrai dans le fait que ce que tu pouvais faire petit, tu peux pas le faire plus tard. Donc quand il disait c'est du dressage et après c'est de l'éducation et de la relation, des conversations, c'est qu'il y a un tas de conversations que tu n'as pas quand ils ont 1 an. Même si le mot dressage il est choquant, je pense que vous pouvez comprendre ce qu'il voulait dire. Quand ils sont ados, qu'ils commencent à avoir leur propre volonté, qu'ils ont besoin d'être respectés, ils ont besoin qu'on respecte ce qu'ils croient, même si ça nous paraît aberrant, même si on se dit mais je t'ai pas élevé comme ça. Si c'est ce qu'ils croient aujourd'hui, on ne pourra pas leur imposer notre conviction. Vous avez remarqué ? Ça, c'est un truc qui est quand même chouette, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à croire quelque chose. Je peux te forcer à dire merci, je peux te forcer à te taire, mais je ne peux pas te forcer à avoir une conviction. Ça, c'est pas possible. Croire, c'est profondément intime. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire quelque chose. Donc, s'ils voient qu'on respecte ce qu'ils croient, leurs convictions, libre à nous d'apporter la nôtre, sans chercher à faire du forcing. Tu ne pourras pas faire du forcing sur l'intérieur de quelqu'un, ça ne marche pas. Tu peux forcer que l'extérieur, le comportement, et tu ne peux pas forcer l'intérieur. Et en plus, souvent, forcer l'intérieur, si jamais je compare ça à l'intimité qu'il peut y avoir dans une relation amoureuse, quand il y a du forcing, c'est jamais bon. Jamais. Donc, forcer quelque chose dans une relation, c'est jamais bon. Les hormones, on en a parlé, le fait qu'ils veulent tout analyser, qu'ils sont joyeux le matin et quelquefois tout tristes après, et tu sais pas pourquoi. À l'école, des fois, il se passe quelque chose, ils n'ont pas envie d'en parler, ou ils ont zappé sur le moment parce qu'on a cette capacité d'être humain à vite, je fais abstraction de ça parce que là, il y a quelque chose d'autre à gérer, il y a quelque chose d'autre qui se joue, mais ça a quand même fait mal au cœur. Donc le soir, ils sont tout tristes, ça peut arriver. L'idéal pour nous, c'est d'ouvrir notre cœur à nous, sans faire peser quoi que ce soit sur eux, parce que c'est nous les adultes. Donc si on a des difficultés au travail, si on a des difficultés relationnelles, moi j'ai eu à un moment donné un gros désaccord avec une amie que je voulais maintenir comme amie. Et je me souviens avoir pleuré devant les enfants en disant je ne sais pas comment on va faire, mais je vais trouver ma solution. Je vais trouver, pour pas faire peser quoi que ce soit sur eux. Si c'est difficile à mon travail, je te le partage, comme ça tu sais pourquoi je suis tracassée.
mais c'est pas ta responsabilité, c'est la mienne. Ça, c'est un grand cadeau qu'on peut leur faire aussi. C'est ma responsabilité de parent. Tu es libre de ça. Je te le partage pour nourrir notre relation, mais pas parce que tu dois faire quelque chose. Très souvent, on voudrait que eux soient responsables de nos émotions, et ça, c'est juste pas possible. C'est eux les enfants et c'est nous les adultes. C'est cette fameuse punchline qu'il y a dans mon livre, là, quand je dis, ils l'ont écrit en gros chez ceux-là. C'est nous qui avons la responsabilité affective de nos enfants, et pas l'inverse. C'est ça ? Nous sommes responsables de la sécurité affective de nos enfants, et pas l'inverse. Ce que je peux aussi vous partager, ah oui, non, encore un dernier truc, quand on ouvre nos cœurs à nos enfants, il ne faut pas hésiter à leur dire « j'aurais pas dû parler comme ça ». Que ce soit à eux qu'on a mal parlé, ou si on a mal parlé de quelqu'un d'autre, pour qu'ils sachent que quand on parle mal, que on envoie bouler la tata machin parce qu'elle nous a saoulés ou quoi, exemple totalement fictif, qu'ils sachent qu'on l'a fait parce qu'on était dépassé sur le moment, ça n'allait pas, mais c'est pas quelque chose qui est acceptable et normal. Parce que sinon après ils se disent « oh, on peut envoyer bouler les gens comme ça, ah bah très bien !» Bah non, il y a des conséquences à ce qu'on fait. Et ils ne seront pas forcément là au moment où on va réparer ce qu'on a fait, apporter une restitution, s'excuser, voilà, ils ne seront pas forcément là. Donc s'ils ont vu qu'un bout et qu'ils n'ont pas vu l'autre bout, ils vont juste penser que c'est ok d'envoyer bouler tout le monde. Donc ne pas hésiter à leur dire « j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû te parler comme ça quand c'est à eux. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. » D'ailleurs, il y a 5 manières de demander pardon, c'est un autre livre, mais je l'ai mis là-dedans. Ça s'appelle les 5 langages du pardon, je crois. En tout cas, en anglais, c'est 5 Languages of Apologies. Donc, ça devrait être 5 langages du pardon. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on demande pardon à quelqu'un, souvent, on grandit, on se dit, si j'ai dit je m'excuse, ou si j'ai dit pardon, bah, c'est suffisant. Mais la vérité, c'est que pour l'autre en face, souvent, c'est pas suffisant. Je sais pas si vous avez déjà été heurté si on vous fait un pardon. Ah, désolé. Est-ce que ça vous a suffi? Est-ce que ça nourrit votre cœur? Est-ce que vous vous sentez qu'on a reconnu votre douleur? Pas sûr. Donc je vous fais vite fait les 5. La première, c'est d'exprimer du regret. Et ça, tu peux pas le forcer chez quelqu'un. Tu peux pas forcer quelqu'un à regretter ce qu'il a dit. Mais par contre, tu peux le modeler. Au sens, voilà, vous voyez que tu n'as pas à modeler. Tu le fais toi-même dans ta propre vie et tes enfants le voient. Et ça leur donne un exemple. Donc si nous, on est capable de dire « je regrette de t'avoir parlé comme ça », bah, ils grandissent en se disant « ah, on peut regretter » et puis le dire et puis passer à autre chose. C'est formidable. Donc exprimer du regret. Prendre ses responsabilités. Donc par exemple, il donnait un exemple d'un enfant qui a cassé un gâteau et qui dit « oh, le gâteau est cassé ». En disant « le gâteau est cassé », il ne prend pas la responsabilité que c'est lui qui a cassé le gâteau. Et ça va l'aider beaucoup plus dans sa vie de dire « j'ai cassé le gâteau ». C'est pas un drame, mais c'est beaucoup plus... ça fait grandir de se rendre compte des conséquences de nos actions. J'ai jeté le paquet, j'ai cassé le gâteau. Et j'apprends du coup que la prochaine fois, je ne vais pas jeter le paquet. Et il donnait cet exemple-là pour dire qu'on est un peu, parfois, on regarde le truc en disant « c'est dans cet état-là, je n'y peux rien ». Or, on ignore qu'il y a beaucoup de choses, qu'on y peut quelque chose de ouf, quoi. Que si on fait les bonnes actions, on aura les bonnes conséquences. Donc, prendre ses responsabilités. Donc, dire, bah voilà, en l'occurrence, si on demande pardon pour quelque chose, j'ai dit une bêtise. Tu vois, on prend nos responsabilités. Je t'ai fait mal. Je suis désolée, je t'ai fait mal. Troisième, on offre une restitution. Et la restitution, c'est mieux de demander à l'autre qu'est-ce qui lui parlerait. Parce que si moi, je t'ai fait mal et que je te dis « bon, pardon, c'est bon, je vais te faire 10 compliments pour passer à autre chose ». Nous, nos enfants, ils ont ça. Quand ils se disent quelque chose de méchant, on leur dit qu'il faut dire 10 choses sympas et vraies. Parce que, apparemment, si tu entends 10 paroles positives et une négative, tu vas te focaliser sur la parole négative. Donc, il faut 10 paroles positives pour contrebalancer une parole négative. Mais si tu demandes à l'autre, comment est-ce que je peux réparer ça? Comment est-ce que je peux te faire du bien, te montrer que tu es important pour moi? Souvent, l'autre, il a une idée. Donc, comptez sur lui pour vous donner une idée. Elle est réalisable ou pas. Moi, si mon enfant il me dit « j'ai besoin que tu m'achètes une Porsche pour
me montrer que tu es désolé, ça n'est pas réalisable. Mais souvent, ce sera quelque chose qu'on peut complètement réaliser. Et du coup, on va cibler juste. Parce que quelquefois, bon, ça c'est autre chose, l'histoire de la cible. Est-ce que je prends le temps? Ça fait 29 minutes que je parle. Vous savez, quelquefois, on vise une cible et puis on se laisse un peu distraire et l'arc, on le dévie de quelques millimètres, 3 fois rien. Puis on lance notre flèche. Puis en fait, si j'ai dévié de quelques millimètres au tout début, mais la destination est complètement différente. Pour quelques millimètres, ça va aller dans 2 endroits complètement différents. Si jamais ça vous parle, il y a tout un chapitre sur cette histoire de la cible et tout ça. Mais mince, pourquoi je me suis mis à parler de la cible? Oui, que des fois on veut apporter une réparation à ce qu'on a fait et on ciblera vraiment juste si on demande à la personne qu'est-ce que je pourrais faire. 4e, on exprime son désir de ne pas reproduire ce qu'on vient de faire. En faisant ça, on valide que l'autre a eu mal et que c'était pas correct de notre part. Et puis on dit qu'on l'aime tellement qu'on n'a pas envie que ça se reproduise. Donc on peut dire à notre enfant, j'exprime le désir que ça ne se reproduise pas. Non, on ne va pas dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas dans un livre de je ne sais qui, de je ne sais quel siècle, mais on peut dire, je sais qu'il y en a parmi vous qui disent mais quoi? Mais où est le problème à bien parler français? Et vous avez raison. Mais on peut dire un truc tout simple comme j'ai plus jamais envie de refaire ça, de te refaire mal. Voilà, avec vos mots bien sûr. Et le 5e, c'est inviter que l'autre nous pardonne et ne soit plus fâché. Est-ce que tu veux me pardonner? Est-ce que tu es encore fâché? Sans brusquer, parce qu'on ne peut pas brusquer, on ne peut pas accélérer ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Donc voilà, ça c'était les langages du pardon que j'ai fait super vite. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, vous savez, à mon travail, moi je suis infirmière, on a des procédures qui sont prêtes à l'avance. Par exemple, on a une feuille. En cas d'incendie, voilà ce qu'il faut faire. C'est clair. Bon, vous avez compris le principe. En cas de gros Covid, voilà ce qu'il faut faire. C'est des procédures qui sont prêtes à l'avance en cas de crise. Et bien, dans ce livre, il suggère de faire des espèces de procédures ensemble, à l'avance. On dit à son enfant, écoute, on s'engueule toujours à ce niveau-là, on se dispute toujours pour tel sujet, viens, on met en place une espèce de procédure, genre quand ça va se reproduire, pour pas qu'on se crie dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer? Et on le détermine à l'avance. Écoute, toi, la prochaine fois que ça va se reproduire, au lieu de me hurler dessus, parce que la colère, c'est moche. La colère, il faut le dire à nos enfants, c'est moche. Ça fait sortir des choses de nous qui sont moches, qu'on n'aurait jamais voulu dire, mais du vomi, quoi. Et ça nous arrive à tous. Mais si on ne veut pas que ça se reproduise, écoute, au lieu de se mettre en colère, je viendrai te dire telle phrase, par exemple. Et puis toi, tu sauras que quand je te dis telle phrase, j'ai besoin que tu rentres dans la procédure et puis que tu me répondes calmement. Ou bien on dit, quand ça se reproduit, on se met à l'écart. Parce que des fois, quand il y a du monde, ça change et tout. Ça change nos réactions quand il y a du monde ou pas. Vous pouvez avoir des procédures à l'avance, dans le calme. Écoute, la prochaine fois que tu voudras sortir, la prochaine fois que tu voudras faire 2 heures de jeux vidéo, avant, j'ai besoin pour toi, pour ta santé mentale, pour ta vie, que tu aies fait tes devoirs, que tu aies lu un petit peu un livre qui t'intéresse et qui éveille ton imagination, que tu aies joué 10 minutes de ton instrument de musique, j'en sais rien, toutes les familles sont différentes. Et puis quand tout ça s'est rempli, pas de problème pour les 2 heures de jeux vidéo, mais tu viens me demander, on met un timer, voilà, on se fait une procédure comme ça. Ça va nous soulager en tant que parents, parce que il y aura même plus à réfléchir, la procédure elle existe quoi. Et puis on peut avoir des procédures pour les fois où on a eu des grosses crises, même entre conjoints, de dire écoute, la prochaine fois que je réagis comme ça, voilà de quoi j'ai besoin. En fait on se dit à l'avance comment on aimerait gérer ce genre de crise. Surtout, je reprends mes petites notes, surtout ne pas, quand on s'excuse, quand on demande pardon, éviter de dire je te demande pardon, mais.
et puis de dire après tout un tas de choses. Parce que souvent, quand on fait ça, on est finalement en train de repointer le truc sur l'autre. Ah, je te demande pardon pour mon attitude, mais toi, t'es quand même trop relou. Là, c'est un exemple. Je sais qu'on va jamais dire, mais toi, t'es trop relou, mais c'est ce qu'on fait quand même. On dit, je te demande pardon pour ma partie, mais. Et moi, j'ai déjà essayé de gruger le mais avec mon mari. J'ai déjà fait, je te demande pardon, hein. Cependant, c'est un mais. Néanmoins, c'est un mais. Juste prends ta part de responsabilité à toi. Il n'y a que comme ça qu'on peut montrer à nos enfants qu'on prend nos responsabilités. Et après, il y aura sûrement un autre temps pour dire, toi aussi, tu m'avais fait mal. Mais pas au moment où on est en train de prendre notre responsabilité. Et quand on s'excuse, il faut que j'arrête de dire s'excuse d'ailleurs parce que j'avais lu, je ne sais plus où, que s'excuser, c'est s'auto-excuser, puisque c'est un verbe, c'est quoi qu'on dit, transitif, je sais pas quoi. S'excuser, c'est que je m'auto-excuse, quoi. C'est-à-dire, je te demande pas à toi de m'excuser. J'ai une bonne raison d'être absent à la piscine, je donne mon excuse. Voilà, c'est comme ça. Donc, je te demande pardon pour ça. Si on peut être très précis, ça permet à l'autre de se sentir validé. Et moi, je pense que si on le fait, les autres le feront. À terme. Des fois, c'est pas tout de suite. Et le fait de faire ça, c'est aussi reconnaître qu'on n'est pas parfait. Et ça, on a besoin de le faire. On peut aussi avoir une discussion en famille. Il suggère de se poser en famille et de dire pour chacun, là, selon vous, c'est quoi des excuses sincères? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ce sera sincère? Pour toi, ça l'est pas? Parce qu'on va se rendre compte tous ensemble qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Moi, mon mari va me dire que mes mots lui suffisent. Si je dis je suis désolée, peu importe le ton, il reçoit mes mots. Moi, j'ai vraiment besoin que le ton soit mis et j'ai même besoin que la tendresse soit mise. Tu viens t'asseoir à côté de moi, tu ne me balances pas désolée à l'autre bout de la maison. Et puis si nos enfants, ils nous voient faire ça, ils vont le reproduire. Je vous dis, ils vont le reproduire. Nos enfants ont besoin d'une attention totale. Et ça, c'est le grand mal de notre société. En plus, on est capable de les engueuler. T'es tout le temps sur ton téléphone, tu racontes rien. Mais quel exemple nous, on donne? Franchement, moi, je vous dis, je combats avec moi-même pour ne pas être tout le temps sur mon téléphone ou sur mon ordinateur en train de... Mais des fois, il n'y a rien de méchant. Je suis en train de lire les nouvelles. Enfin, c'est pas qu'on est en train de faire quelque chose d'absolument absurde. Mais ils n'ont pas notre attention totale. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. On est devant la télé, ils viennent nous parler. Ils n'ont pas notre attention totale. Si on est capable d'éteindre ce qu'on est en train de faire, d'arrêter, sauf si on ne peut pas parce que c'est urgent, ça nous arrive à tous, on finalise un truc, je suis en train de payer mes impôts, c'est pas maintenant que je vais tout arrêter, tu vois. Donc on leur dit, écoute, j'ai besoin de 5 minutes, de 15 minutes, on décide pour finir ça. Regarde, je te montre même ce que c'est, tu vois. Parce que c'est pour notre famille, ça doit être fait. Par contre, après, je veux absolument que tu me racontes ça. Donc, on va se poser. Ça permet à l'enfant de savoir qu'il a toute notre attention. Juste, pas tout de suite. Et encore qu'il l'avait, parce qu'on l'a regardé dans les yeux pour lui dire ça. De toute façon, dans la vie, on n'a pas tout de suite. Donc, c'est bien aussi qu'il apprenne à patienter. Moi, j'ai dû apprendre ça. Moi, je suis du genre, quand il y a un truc qui ne va pas, j'ai besoin qu'on en parle. Puis, j'ai appris que, ok, on peut en parler demain. En fait, personne va mourir. Je vais peut-être juste beaucoup pleurer, mais personne ne va mourir. Mais si on peut parler des choses, il faut quand même en parler le plus rapidement possible. Vous savez, les tâches dans la cuisine, plus on les laisse s'incruster, plus elles sont dures à partir. Oh, pardon. Je suis contente que j'arrive à parler parce qu'il y a 2 jours, je n'avais plus de voix. Alors, attention totale. On arrête ce qu'on fait. Pas seulement pour plein de raisons. Il le mérite. Parce que je vous jure, un jour, on va regretter. On va dire le nombre d'heures que j'ai passé à regarder un écran alors que j'avais le visage de mon enfant à côté. Et je sais que des fois, on a besoin de faire autre chose. On ne peut pas être tout le temps avec les enfants. Mais je vous assure qu'on va regretter de dire tout ce temps sur Vinted alors que j'avais les yeux de mes enfants qui
qui avait qu'une envie, c'était d'échanger son monde avec moi. Purée, je n'avais pas prévu ça. J'ai pas de choix. Si j'en ai un tout pourri là, dans lequel j'ai déjà pleuré. Et ça, pour un ado, ça va lui apprendre la capacité à être capable de poser son téléphone et de donner l'attention totale à l'autre. Pas tout de suite, des fois c'est pas tout de suite, mais on continue de semer dans le bon environnement. L'autre jour, j'ai mangé avec une ancienne voisine, elle m'a rejoint au travail et elle m'a dit que sa fille, elle avait beaucoup de mal à voir ses copines parce que ses copines sont tout le temps sur le téléphone et qu'elle a l'impression qu'il n'y a plus de contact comme avant quand il n'y avait pas de téléphone. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que même certains ados souffrent de ce manque de vraie connexion. Oui, elle est en dernière année de collège, je crois. Donc, c'est dramatique si on n'apprend pas à nos enfants la vraie connexion. Et des fois, on dit, oui, mais si je lui enlève son portable, je lui coupe sa vie sociale. Est-ce que c'est complètement vrai ? Je pose la question. Parce que, est-ce que la vie sociale, c'est WhatsApp, les réseaux sociaux et tout, ou la vie sociale, c'est justement les vraies amitiés, où on est capable de ne plus regarder ce qui se passe autour du monde pour avoir une vraie relation, construire vraiment quelque chose d'humain, quoi, qui traversera les années, là où dans 2 jours, ta story, peu importe combien de gens l'ont likée, elle n'existe plus. Sauf si elle est en story à la une. Oui, je sais. De toute façon, mes enfants, ils ont toujours un truc à répondre. Mais pour de vrai, c'est quoi la vraie vie sociale ? Donc c'est juste une bonne question à se poser. Je ne vous dis pas que j'ai la réponse, mais se poser des questions, ça aide. Ensuite, il y a des enfants qui ne se sentent pas aimés. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'un jour, il a reçu un monsieur dans son cabinet, un ado dans son cabinet qui disait « Mes parents préfèrent mon frère à moi. » Alors que, après discussion avec les parents aiment les deux. C'est juste qu'ils ont une relation avec le frère qu'ils n'ont pas avec lui. Et des fois, avec nos enfants qui ont des personnalités très différentes, on peut avoir cette tendance à passer beaucoup de temps avec l'un plutôt qu'avec l'autre parce qu'on a les mêmes points communs. Moi, je vous dis, regarder du foot avec mon fils, mais ça m'intéresse pas. J'en ai rien à faire du foot. Je trouve ça aberrant de payer des gens des millions pour taper dans un ballon alors qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger dans certains pays. Ça me dépasse. Pourtant, si ça va montrer à mon fils que je l'aime, que je m'assois avec lui, que je m'intéresse à ça, il faut que j'arrive à le faire. Vous imaginez si votre conjoint, il fait jamais rien qui vous fait plaisir ? Je ne sais pas si vous vous sentiriez aimé. Parce que finalement, aimer, c'est aussi quelquefois se mettre derrière et puis laisser l'autre prendre la place. Et puis, si c'est ça qui te fait plaisir, tu sais quoi ? En fait, t'es tellement important pour moi que je vais faire ce qui te fait plaisir. En disant ça, j'imagine toutes les dérives que ça peut donner. Donc, évidemment, on est intelligent. C'est avec beaucoup de sagesse et beaucoup de raison qu'on dit ce genre de choses et qu'on les entend. On ne se met pas dans des situations dangereuses par amour. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Oh, des fois, je raconte un truc, après je me dis ouais, j'aurais mieux fait de faire un bac L où on apprend à s'exprimer en littéraire. Parce que moi, j'ai fait S juste pour être avec une copine, quoi. Ça se trouve, j'aurais été épanouie en bac L. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Faut pas prendre les paroles des gens, n'importe qui. Faut pas prendre les paroles de quelqu'un pour excuser vos mauvais trucs. Enfin, je me parle à moi-même en disant ça. Donc, les enfants, qu'est-ce qui leur fait, les ados, pardon, qu'est-ce qui leur fait se sentir aimés ? Ça va être différent chez chacun. Et il y a un livre qui s'appelle « Les langages d'amour des ados ». Je l'ai, j'ai commencé à le feuilleter. De toute façon, la base, c'est toujours la même. Il existe 5 langages d'amour. On en a tous un qui est prédominant, et puis 4 qui sont un peu moins, mais qui sont tous importants. Et avec nos ados, si on peut nourrir leur premier langage, on nourrit, et puis les 4 autres, on ne les oublie pas, parce qu'un jour, il sera en relation avec d'autres personnes qui auront peut-être un de ces 4-là comme langage, donc on veut que notre ado il puisse être à l'aise dans tous les langages. Pardon, j'ai faim, mon estomac fait plein de bruit. J'ai la dalle. Et en plus, je me suis pris un plateau de sushi, truc de ouf.
ce matin chez Lidl. Il y avait des sushis qui allaient périmer, donc ils avaient l'étiquette où ça coûte moins cher. J'étais là, yes, petit plateau de sushis. Je dévie, reviens Priscille s'il te plaît. Les langages. Donc, les langages, vous les connaissez, c'est le toucher. Se toucher, se faire des petites tapes dans le dos, des caresses. Ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si l'autre est tactile ou pas, mais le toucher, c'est une manière de se montrer de l'amour. Les paroles valorisantes, les dire, parce que des fois on le pense, mais on ne les dit pas, les écrire. Les services rendus. Rendre service à quelqu'un, c'est dire je t'aime. Écoute, j'ai vu que ton linge était tout par terre, je t'ai fait la machine, n'importe quoi. Si on dit ça à notre ado, ou ça peut être n'importe quoi. Tiens, j'ai vu tel truc dans tel magasin, je savais que t'en cherchais un, je te l'ai pris. Se rendre service, c'est dire je t'aime. Et ça, c'est important parce qu'il y a des enfants qui demandent tout le temps de l'aide, même des ados, et on dit « Oh non, t'es grand maintenant ». Zut, parce que lui, son langage, c'est ça. C'est quand je viens t'aider, tu me dis « Je t'aime ». Ensuite, nous avons les cadeaux. Et ça, franchement, je crois qu'on l'a tous. Les cadeaux, et ça n'a pas besoin d'être des cadeaux chers. Hein. Ça peut être des petites attentions. Pouvoir même ramener telle fleur qu'on a vue dans la forêt parce que c'est ta couleur préférée. Voilà, je ne parle pas de cadeaux chers, mais les cadeaux. D'ailleurs, souvent, les enfants qui tout petits vous rapportaient une feuille, un caillou, quoi, c'est que leur langage, c'est les cadeaux. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'expriment. Parce que le truc qui tord en plus tout, qui complique tout, mais ça, c'est la beauté de l'être humain qui est merveilleusement constitué, c'est que parfois, ton langage d'amour, de comment tu l'exprimes, c'est pas le même que celui que tu as besoin de recevoir. Dernier point, dernier langage de l'amour, c'est, j'ai dit lesquels déjà ? C'est les temps de qualité, le dernier. Temps de qualité, c'est vraiment, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Je suis à toi maintenant. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? De quoi tu veux parler ? Et celui-là, c'est mon plus difficile. Parce que moi, il y a toujours un truc à faire dans la maison. Donc je dis à mes copines, ouais, viens prendre le thé, mais par contre, je te préviens. En même temps, je vais plier mon linge, en même temps, je vais surveiller les enfants, en même temps. On a tous, moi ça me coûte, hein, on a tous des langages différents, et moi ça me coûte de dire, je vais rien faire pour être avec toi. Je vois tout ce qu'il y a à faire et je suis là, non, mais je t'aime, vas-y, parle. On a tous des langages différents. Et puis moi, ce qui me touche beaucoup, c'est les paroles. Je suis très sensible aux mots, ce qui fait que des fois, je vais essayer d'en donner aux gens. Oh, maîtresse, vous êtes tellement formidable avec les enfants, quelle humanité. Et des fois, je mets les gens mal à l'aise. Parce que, ferme-la en fait, arrête avec tous tes mots. C'est pas parce que toi, tu as besoin que les autres ont besoin. Et donc, un bon truc qu'on peut faire pour renforcer le lien avec nos ados et les ouvrir au monde, c'est de rendre service à quelqu'un d'autre, ensemble. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un aujourd'hui ? Parce que sinon, on est tout le temps centré sur nous. Et bien sûr qu'il faut qu'on aille bien pour prendre soin des autres. Bon, ça, je suis bien d'accord. Mais à un moment donné, si on n'est que sur soi, c'est la déprime. On est un être de relation. Donc, se dire ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour quelqu'un ? Tu connais quelqu'un qui a besoin ? Ouais, j'ai un copain, sa mère, elle s'est cassé le bras et tout. Ah, tu sais ce qu'on va faire ? On va aller chez elle faire le ménage. Vous allez passer pour des fous. Ouais. Mais je vois mal la personne dire non, je veux pas d'aide. Enfin, ça peut arriver. Mais je crois que quand on cherche à répondre à un besoin ensemble, hein, l'idée c'est de renforcer le lien, l'ado il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que TikTok dans la vie. En fait, il y a des vrais gens qui ont vraiment besoin d'aide. Puis si chacun aide tout le monde, la vie elle va être vachement plus chouette. Peut-être pas la première fois. Hein. Il va y aller en reculant. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est ma copine Lydia qui dit que si votre ado, elle est coach parentale, si votre ado, il range en râlant, c'est normal. Tout ce qui compte, c'est qu'il range. Ne lui demandez pas de ranger sans râler. Du moment qu'il range, râle. T'as le droit de râler. Range. Donc, j'ai l'impression que j'ai tout dit de ce que j'avais noté. Mais il terminait en tout cas en disant est-ce que je serais content si mon enfant il devient comme moi ? Parce que tout commence avec nous.
Et on n'a pas besoin d'être parfait. Mais on a besoin d'être honnête. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a peur du rejet. Enfin, il me semble. J'ai l'impression que s'il y a bien un truc qui est commun à l'être humain, c'est d'avoir peur d'être rejeté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui s'auto-rejettent tout le temps. Comme ça, de toute façon, comme je dis déjà que je suis nulle, bah, si tu me le dis, ce sera enfin moins mal. Voilà, moi j'ai des phases comme ça. Et puis il y a des phases, je suis le meilleur du monde, je vous ratatinerai tous. Mais pourquoi tu as besoin d'être le meilleur en fait? Est-ce que c'est pas parce que tu as peur du rejet? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même un truc hyper courant. Et qu'une manière dont on peut casser ça, c'est dire, ben écoute, au moins dans ma famille et surtout vos enfants, ben, je sais qu'ils m'aiment. Ils n'ont pas besoin que je sois parfaite. Et nos enfants vont apprécier qu'on soit vulnérable. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Il coûte pas cher ce livre, il coûte 10 €. Et il y en a sûrement plein d'autres. Moi, on me l'a offert cet été, donc c'est pour ça que je me suis basée là-dessus pour parler des ados. Souvent, on trouve que les trucs sont chers. Et là, franchement, je vous dis 10 balles pour te faire aider avec ton ado. Et franchement, je pense que je vous ai résumé en gros les gros points. Donc voilà. Bah, comment on termine ce genre de vidéo? À très bientôt. N'importe quoi. Allez, bon courage à vous tous et battez-vous pour vos familles. C'est la plus belle bataille qu'on peut mener.